Bonjour à tous, donc moi je suis Lucie Jacquet-Malo, je suis chef de projet IA générative souveraine pour l'enseignement supérieur et la recherche auprès de l'Agence de mutualisation des universités et du ministère de l'enseignement supérieur. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour mon impolitesse d'arriver 3 minutes avant de parler et de ne pas être arrivée depuis ce matin, mais j'avais une obligation hier à Amiens qui m'a fait la nécessité de prendre le premier train ce matin pour Lyon. Voilà, je m'occupe en fait de plus généralement pour l'enseignement supérieur public de mettre à disposition des infrastructures souveraines. Et puis peut-être qu'on pourra en discuter un peu plus longuement après, mais on a proposé un cadrage en fait autour d'une charte des usages des IA génératives commun, qui est une initiative ouverte et libre à utilisation et à réutilisation pour tout le monde. Donc, on est très content de le proposer. Mais en fait, c'est bien beau de mettre en place un cadrage en disant qu'il ne faut pas utiliser des IA génératives qui ne sont pas des outils validés par l'institution si l'institution n'est pas en capacité de proposer des IA génératives qui soient souveraines. Donc, c'est notre objectif de proposer des IA génératives les plus souveraines possibles. Et il y a toujours évidemment un petit gap pour d'ici entre 2 mois et 1 an, être en capacité d'être autonome, en tout cas que l'enseignement supérieur à la recherche soit autonome sur sa capacité à gérer les chatbots de type ChatGPT étudiant pour éviter les mésusages, notamment en termes de sécurité des données et de fiabilité des réponses. Voilà, je ne sais pas si la présentation, s'il faut détailler un peu plus ou voilà, je ne sais pas si on détaille un peu plus. Une dizaine de minutes. Super, bon, bah, c'est parfait. Parfait. Bah, c'est super. Alors concrètement, comment ça va se passer? Alors déjà, on a eu un calcul de l'IGESR qui nous a expliqué que quand on a 2,5 millions d'étudiants, d'enseignants et de personnel administratif, si on veut proposer une IA de type ChatGPT ou le chat de Mistral à disposition de tous, nous ne pouvons pas être souverains pour des raisons très simples de capacité et de GPU. On n'a pas assez de GPU en France pour assumer et absorber l'ensemble des utilisations en France par les étudiants, les enseignants et les BIAT de ChatGPT ou de Mistral ou quoi que ce soit. Passer ce constat, il y a 2 choses à faire. La première chose à faire, qui est extrêmement importante, c'est un travail, et je pense que là, le projet CARE est un moteur en France dessus, c'est un travail de formation et de sensibilisation des publics autour de l'utilisation, de la bonne utilisation éthique de l'IA, mais aussi frugale. C'est-à-dire, bon, déjà, on arrête de générer des images pour sa carte d'anniversaire le samedi, ça c'est plus possible. C'est des choses que les étudiants font naturellement parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact dramatique sur la planète des îles. Et puis, la deuxième chose, c'est en termes d'éthique, les 2 problématiques que j'ai mentionnées, en fait, elles sont fondamentales. Donc, la première problématique, c'est la problématique de sécurité des données. Quand je suis étudiant, je vais libérer, si je ne suis pas au courant, je vais libérer des données confidentielles. On sait bien que nos étudiants posent toutes leurs questions à ChatGPT, par exemple, en disant aujourd'hui, je suis malade, j'ai tel symptôme, j'ai pas envie d'aller en cours, comment est-ce que je peux faire concrètement, quels documents je dois transmettre à ma scolarité, etc. Là, il y a des données confidentielles de santé qu'il est important de ne pas placer n'importe où. Et puis, on a des usages aussi par les enseignants, surtout par les chercheurs et par les personnels administratifs qui peuvent être à risque. Par exemple, on a de nombreux usages de chercheurs qui, voulant bien faire, ne maîtrisant pas un anglais parfait, souhaitent faire reformuler l'article qu'ils vont publier et utilisent une IA générative pour laquelle ils ont coché la non-réutilisation des données sur, par exemple, ChatGPT, et donc ils balancent leur article et ils demandent une traduction, une amélioration de la traduction. Évidemment, il y a un risque d'aspiration des données, surtout sur des données à caractère de recherche qui sont extrêmement confidentielles et qui peuvent avoir un impact industriel. Donc, ces utilisations-là, non seulement on doit les cadrer, mais en plus, on doit être en capacité de proposer des alternatives. Et puis, pour l'enseignant, pour le personnel administratif, on a des agents, et là, pour le coup, que ce soit sur le SR public ou privé, on a des agents administratifs qui peuvent avoir besoin d'utiliser les IA génératives. Quand vous avez 10 000 synthèses de réunions à faire et que ce sont des réunions qui sont confidentielles, ça peut être agréable de les proposer à une IA et de demander une synthèse de différents documents. Quand vous avez un achat, alors quand on est concerné par exemple par les règles d'achat public, ces règles d'achat public sont un monstre
déboires administratifs assez compliqués à gérer. Et en réalité, quand on veut rédiger une demande d'achat public, vous savez, on doit mettre en publicité concurrence 3 personnes, même pour le premier euro, hein, ça c'est le code des achats publics, le premier euro dépensé par le service public doit être mis en concurrence, et c'est plutôt sain, d'accord, c'est plutôt une chose saine, sauf que c'est très compliqué dans les faits. Si on a une IA qui va nous aider à rédiger des marchés, qui va nous aider à récupérer les réponses des appels d'offres et à les synthétiser, c'est quand même des très bonnes choses. Par contre, vous imaginez bien que ces données-là sont extrêmement confidentielles et donc ne peuvent pas être libérées n'importe où. Aujourd'hui, il existe des usages, des agents administratifs qui vont sur ChatGPT, qui balancent tous ces textes-là et qui demandent des synthèses. Ces usages-là, on doit pouvoir proposer des alternatives qui soient souveraines et donc dont on assure la sécurité des données. Voilà. Donc, c'est un peu les 3 cas d'usage phares. Et pour contrer ces 3 cas d'usage, donc comme on a dit, il y a des initiatives de cadrage. Malheureusement, nous n'avons pas d'initiative uniformisée sur l'enseignement supérieur public de formation. Et c'est en ça que je pense que le projet CARE est absolument moteur sur la formation à tous, hein, pas que les étudiants, mais à toute la population et à tous les citoyens sur les usages éthiques et écologiques des IA génératives notamment, et de l'IA en général. Et puis, la dernière chose, c'est donc les infrastructures. Sur les infrastructures, tout a commencé au sommet mondial de l'IA où on a eu une parole laissée pour l'enseignement supérieur et on avait un partenariat de principe avec Mistral et on a compris qu'on avait quelque chose à faire ensemble. En fait, on avait compris qu'on avait quelque chose à faire ensemble parce que c'est intéressant pour nous de pouvoir travailler avec un outil qui est français et c'est intéressant pour Mistral de s'intégrer dans l'enseignement supérieur et la recherche pour des raisons évidemment de recherche en IA, mais aussi pour des raisons d'acclimatation et d'accès à la culture. Hein. On imagine bien que Microsoft Word, étant entré dans la culture de l'étudiant, va rentrer dans la culture du travailleur, et donc ça va être le monopole français. Et j'imagine que, en tout cas chez Mistral, ça peut être quelque chose qui est intéressant pour eux. Et puis on partage des valeurs, et ça c'est très sincère, on partage des valeurs de souveraineté européenne, de frugalité écologique autant que faire se peut, et surtout de sécurité des données sur le sol européen. Et donc, on a choisi de monter un partenariat avec Mistral, et c'est un partenariat qui a été annoncé par le ministre le 12 juin, lors du salon Vivatech, autour d'établissements pilotes qui vont tester une intégration de licences Mistral directement dans leurs établissements. Alors, soit directement des licences Mistral un peu améliorées, je vais rebondir après sur ce un peu amélioré. Donc, soit directement des licences Mistral un peu améliorées, soit quand les établissements sont suffisamment agiles, simplement un accès à leur API ou même à leur modèle de langage, on espérera les derniers et les plus performants, et en même temps les plus frugaux et écologiquement parlant. Et donc, si un établissement est très agile, il va pouvoir installer directement chez lui ses propres modèles de langage, et s'il est peut-être un peu moins agile, il va pouvoir bénéficier de licences directement. Il y a deux derniers points très importants. La fiabilité des réponses. Pas parce qu'on va utiliser un outil français qu'on va avoir des réponses plus fiables que quand on utilise ChatGPT. La fiabilité des réponses, technologiquement, on sait répondre à peu près bien à cette question. Par la technologie RAG, par exemple, qui est une technologie, en fait, si je grossis le trait, hein, je vais vraiment passer très vite, mais qui est une technologie, quand vous posez une question à ChatGPT, il va chercher la réponse sur la base des données d'Internet, sur la base des données qu'il a. Il a énormément de bases de données. On peut décider de restreindre cette recherche-là à des documents qu'on contrôle. Et donc, la réponse qui est apportée est entièrement fiable. Voilà. Globalement, hein, je grossis le trait, pardonnez-moi pour ceux qui s'y connaissent bien mieux que ça. Et en fait, cette technologie RAG, elle permet d'apporter un contrôle total des données en amont. Et donc, vous imaginez, par exemple, la personne qui veut faire une procédure d'achat, demander à ChatGPT et que ChatGPT récupère le règlement italien, états-unien, etc., va répondre n'importe quoi. Alors que si on a intégré des documents sur les réglementations des achats publics français, éventuellement des exemples d'achats qui existent déjà et qui ont été validés par les directions des affaires juridiques, globalement, on pourra avoir des réponses qui sont fiables. Donc ça permet de répondre à la fiabilité. Technologiquement, il n'y a rien de fou. C'est-à-dire que le RAG, c'est une technologie qui est connue, qui est assez maîtrisée et sur laquelle on a besoin quand même d'avoir un entraînement des données qui n'est pas négligeable, mais on sait à peu près maîtriser. Et puis la dernière chose qui est fondamentale,
vous connaissez peut-être l'état des finances de l'ESR public. Et donc, c'est absolument impossible de s'enfermer dans des abonnements. C'est pas parce qu'on a mis en place des pilotes sur des licences, et que ce soit avec Mistral, que ce soit avec Microsoft ou avec d'autres, avec Zoom, on a par exemple des licences Zoom. C'est très compliqué de s'enfermer dans des abonnements parce que déjà, si les prix augmentent, on n'a pas de maîtrise du coût. On ne connaît pas le modèle économique des personnes avec qui on interagit, donc on ne sait pas si demain les sociétés avec lesquelles on prend des abonnements ne vont pas se faire racheter par des outils états-uniens, et donc toute la souveraineté européenne, tout le travail de souveraineté européenne qu'on a mis en place pourrait s'effondrer. Donc, pour ne pas s'enfermer dans ces abonnements et mettre à mal les finances de l'enseignement supérieur, en fait, on doit être en capacité de monter nous-mêmes nos propres solutions. Et ça tombe bien, parce que des initiatives locales, il en existe énormément. Il existe des initiatives notamment de mutualisation des capacités de calcul, de mutualisation des data centers. Il existe déjà des initiatives de RAG et de technologie RAG. Je prends l'exemple de celle de l'Université de Rennes qui s'appelle le RAG à Rennes. Et aujourd'hui, associé à une mutualisation des data centers et des capacités de calcul qui est déjà en train de se monter au travers d'une fédération qu'on appelle la fédération ILAS, par exemple. Ce sont des exemples, ce n'est pas le monopole. On va réussir à construire des IA génératives pour tout l'enseignement supérieur public français. La question, c'est quand? Alors quand? Je pense que ce sera assez rapidement. Et comme ce sera assez rapidement, on va pouvoir avoir des outils qui sont fonctionnels. Alors, fonctionnel, ça dépend aussi de ce qu'on en attend. On va affiner le besoin au fur et à mesure. Là, on a donné un besoin très, très primaire qui est un besoin de RAG, mais il y aura peut-être d'autres besoins. Et il y en a déjà, en fait, d'autres besoins. Et puis également, en termes d'interface, il est évident qu'on va peut-être pas être aussi opérationnel qu'une interface où il y a des millions, voire des milliards d'euros qui sont investis, comme les interfaces d'OpenAI ou les interfaces de Mistral, ou de Gemini ou d'autres. Donc, ce sont des choses qu'on va devoir travailler et continuer à améliorer. Et en même temps, je vous rappelle le postulat de départ, c'est que nous n'avons pas assez de GPU en France pour absorber tous les usages de ChatGPT qui sont faits actuellement. Donc, il va falloir aussi repenser notre manière de penser l'IA générative, repenser à est-ce que ma demande elle est nécessaire, est-ce que je peux éviter de la faire, et puis comment est-ce que je vais pouvoir limiter ma demande à l'IA en ayant un prompt qui soit suffisamment complet. Et donc, tout ça, ça passe par un travail de formation assez général. Voilà. Je ne sais pas si... Ok, super. Parfait. Peut-être reprendre les établissements à dire, je m'appelle assistant, et puis on a Sophie qui est à distance. Merci. Peut-être on peut faire déjà un premier tour de la presse. Vous pouvez présenter peut-être un petit peu la stratégie de vos établissements, ou voilà, les grandes lignes sur l'IA, ou les questionnements, les problématiques. Puis après, on échangera peut-être pour rebondir sur la présentation du site. Je vous laisse commencer. Qui va vous aider? Pour répondre à cette question, structurer 4 thèmes. Donc l'idée, c'est de vous exprimer chacun d'entre eux. Donc la particularité de CARE aussi, c'est la pluralité des établissements. Vous pouvez le voir ici, on a des écoles d'ingénieurs, de commerce, on a de la formation continue, de la formation initiale. Et donc on voulait avoir un peu une richesse des points de vue autour des opportunités que peut offrir l'IA. Donc la première question justement, c'est dans chacun de vos établissements, ce que voyez-vous comme opportunité dans les domaines de la formation, de la recherche, l'innovation et de l'entrepreneuriat? Tu pourras aussi donner la vision du ministère, tu l'as déjà un peu exprimé, mais je pense que sur le volet entrepreneuriat, il y a aussi des choses à partager au niveau ministère. On va commencer peut-être par Emmanuel, pour l'ENSAM. Alors, quelles sont les opportunités? Voilà, absolument. Okay. Ça les opportunités de l'école. Alors,
Donc, vous nous envoyez des questions. C'est ça, ça. Non, alors à l'ENSAM, donc école d'ingénieur, pas école d'informatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de spécialité informatique dans l'école, hein, donc on est vraiment plutôt sur le côté utilisateur. Une stratégie d'établissement qui est plutôt autour de accompagner le déploiement de l'IA, alors qu'elle soit générative ou prédictive, dans ce cas-là, auprès des entreprises, alors pas forcément les grands groupes, parce que eux ont ce potentiel d'avoir des startups, d'avoir des R&D qui font ça, mais plutôt, voilà, et d'accompagner même les petites PME qui sur l'IA, ce qui n'est pas forcément simple. Donc nous, aujourd'hui, l'opportunité, c'est vraiment, et la CARE a tout son sens, hein, former nos étudiants pour qu'ils puissent accompagner, vont être attendus comme des gens qui vont arriver dans les entreprises pour apporter ces compétences, pour apporter cette fraîcheur, ces connaissances. Donc vraiment, pour nous, hein, l'IA, c'est une opportunité pour encore plus soutenir l'industrie, encore plus les accompagner dans la digitalisation. Alors, on ne parle pas que d'IA, hein, il va y avoir toute la partie aussi de digitalisation, on ne fait pas d'IA sans données. Il reste des entreprises et de l'industrie peu digitalisées, on va dire, hein, parler gentiment. Donc voilà, donc c'est vraiment tout ce contexte-là. Ça permet aussi de replacer la stratégie de l'établissement dans un contexte où voilà, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de choses, chacun reprend aussi un peu son identité. Et donc là, voilà, c'est cette opportunité de dire, stratégiquement, on se place comme accompagner PME, ETI à retourner au cœur de l'industrialisation en France, faire des étudiants qui ne seront pas des spécialistes peut-être techniques très poussés des IA, mais plutôt des spécialistes de l'utilisation, du déploiement de l'IA pour l'entreprise, pour optimiser le fonctionnement de nos industries. Voilà. Donc, c'est vraiment sur ce volet-là, on va dire, que l'établissement se positionne. Merci Emmanuel. Je propose qu'on te laisse la parole à Julie pour avoir un peu le point de vue de Paris School of Business. Julie Tesson, moi je suis responsable des opérations académiques et digitales à Paris School of Business. J'ai en charge les ressources digitales et l'innovation pédagogique. Alors à PSB, je vais dire PSB, c'est plus court. Pas de tout. On a les mêmes problématiques évidemment que dans l'enseignement supérieur, mais on a soulevé quelques problématiques quand même qu'on a voulu traiter en premier, notamment l'intégrité académique, le plagiat et les modalités d'évaluation, bien sûr, parce que je pense que c'est la question numéro 1. Ça occupe surtout là en période de partiel à peu près 90% des discussions des profs chez nous. Question complètement centrale. La question de la redéfinition des compétences qu'on va apporter aux enseignants. Là, que les profs soient bien installés dans leur cours, qui donnent leurs cours depuis longtemps, surtout à des profs depuis peu qui ont peut-être plus d'agilité. Tout le monde voit bien que la table est déjà renversée et que il va falloir évoluer. Donc, il y a un gros travail là, de modification et d'évolution des styles à vie et des contenus de cours. Ça, c'est assez douloureux aussi quand même, hein. C'est un gros travail. La question qui nous occupe aussi, c'était bien sûr l'éthique, la protection des données et de la vie privée. On voit bien que les étudiants, ils se jettent, vous en avez parlé, se jettent là-dedans un peu tête baissée, corps perdu. Il y a de la triche monumentale qu'ils utilisent l'IA comme ça, n'importe comment en fait, hein. Donc on a un gros enjeu de formation là-dessus. Et voilà, pour nos problématiques. Donc nous, face à cette montagne, on s'est dit, là, il y a plusieurs angles en fait à attaquer de front, parce que tout ça est interconnecté et on ne va pas arriver à traiter le problème si on n'attaque pas plusieurs angles d'attaque en même temps. Donc on a commencé en 2023 par la formation des enseignants. Et on a commencé à leur proposer des sessions de formation un peu généralistes pour essayer de collecter un peu les besoins par département de recherche. Ça, c'était sur l'année 23-24. Et puis, à l'issue de ce travail, on a vu se dessiner plusieurs thèmes qui ressortaient beaucoup, en fait, dans les questions du prof. Et on a proposé, donc, cette année, plusieurs sessions de travail, trois grosses sessions de travail,
avec eux, justement, sur ces thèmes récurrents de mémoire. Alors, il y avait la création d'outils personnalisables pour générer, en fait, des contenus pédagogiques. Ça, c'était vraiment un thème très important pour les profs. Deuxième thème, la génération de ressources digitales innovantes grâce à l'IA générative. Et le troisième thème, bien sûr, l'évaluation et la détection de l'IA dans les devoirs, dans les mémoires, etc. Voilà, on a fait ces 3 sessions et on va continuer l'année prochaine sur cette dynamique-là. En parallèle, j'essaie d'aller vite. En parallèle, donc on fait évoluer bien sûr donc, les syllabies et les contenus de cours pour les étudiants. Et on intègre de plus en plus l'IA dans leurs cours pour tout ce qui est programme grande école. Ils avaient déjà des cours, mais on a renforcé vraiment les contenus. Donc ils ont une matière qui s'appelle Tech for Business, hein, tous les niveaux, dans lequel on fait nous tester le projet CARE. On l'a intégré complètement à cette matière-là. Et puis, on a ajouté donc, dans les matrices pédagogiques de nouveaux contenus, notamment pour les BBA, les Master of Science. Ça, c'est nouveau cette année, donc on progresse dans l'intégration de l'IA dans les matrices pédagogiques. En parallèle de tout ça, on a créé un groupe de travail en 2003 aussi, composé de profs, de membres de la direction, d'administratifs. Voilà. Rassembler un peu tous les types de publics. Et ce travail a débouché sur la rédaction d'une charte de l'IA. On a diffusé donc, à tout le monde. Hein. C'est valable pour les profs, pour les étudiants, mais aussi pour les administratifs. On a un peu tendance parfois à oublier, mais c'est très important et c'est un des volets qu'on voudra développer l'année prochaine, c'est la formation des administratifs de l'école. Voilà. Bon, je pense l'année prochaine, les volets sur lesquels on va se focaliser, ça va être donc de former nos étudiants pour qu'ils deviennent compétents et à l'aise dans l'ère numérique qui se dessine, l'évolution de nos enseignements et booster la recherche sur l'IA et l'innovation pédagogique aussi sur ces sujets-là. Voilà. Merci Julie. Je propose maintenant de donner la parole à Christophe Proust, donc de l'Université de Bourgogne-Europe, donc une université dite généraliste. Oui, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Le fonctionnement d'une université n'est peut-être pas la même d'une école. Donc, la démarche que l'on a est peut-être particulière. En tout cas, elle est difficile. Je parlais d'accompagnement au changement. Cet accompagnement, je ne parle pas assez fort. Je vais essayer de... Vous m'entendez au fond? Non, pas du tout. Debout, ça serait mieux peut-être. Donc, je disais que... Pardon? Je disais que le fonctionnement d'une université n'est pas le même qu'une école. On a une dimension très matricielle dans le fonctionnement, ce qui fait que l'acculturation n'est pas le même dans toutes les composantes. Il y a un certain nombre de composantes que je ne vais pas énumérer. Cela dit, la question fondamentale, c'est la question de la souveraineté. Ça a été abordé, hein, cette question de souveraineté de l'IA et des grands groupes, et donc des données personnelles, la question du RGPD aussi, qui est centrale avec cette réglementation européenne. Cette question, elle se pose depuis des années à l'Université de Bourgogne-Europe, et plutôt l'Université de Bourgogne, puisque le nom a changé ces 6 derniers mois. Il y a eu une vague de financement en 2017-2018 des data centers de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est dans ce cadre-là que Data Center a déposé un projet pour financer un projet de 17 millions d'euros à l'époque pour mettre à jour les data centers. Il y a 2 data centers en Bourgogne-Franche-Comté, un à Besançon et un à Dijon, pour les interconnecter et finalement atteindre ce niveau de souveraineté sur le numérique. Et on ne peut pas avoir de souveraineté de l'IA sans souveraineté numérique. Et donc, les outils comme les data centers est un outil fondamental pour atteindre cet objectif. Ça, c'est la dimension technique. Donc, malheureusement, les vagues n'ont pas été financées. Il y a un peu d'argent qui est tombé quand même, mais pas suffisamment. Cela dit, aujourd'hui, il y a une politique qui se met en place de développement de l'IA sur différentes dimensions, recherche, formation. Et puis, la valorisation se faisait déjà avant à travers les laboratoires qui travaillent en commun avec la SAT,
d'Assat Science, qui est la société accélératrice de transfert de technologie et qui soutient la valorisation. Donc, cette dimension recherche et puis valo, elle était déjà en place. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'acculturation à l'IA et puis l'accompagnement au changement. Et CARE est un vrai levier puisque finalement, on va financer la formation des 2000 personnels de l'université. Donc, ça va être une réelle prise de conscience de l'intérêt de l'IA. Donc ça, c'est une première marche. On a déposé des appels à projets pour financer 200 000 euros les 6 000 étudiants de licence. Donc l'argent est tombé là il y a quelques semaines. On a pour objectif de financer les 6 000 étudiants de licence de l'UBE. Alors qu'initialement, on avait prévu, je crois, 4 000. Donc c'est 4 000 plus les 6 000 qui vont s'ajouter. Donc on voit que ça prend une dimension toute particulière. Et sur le dernier point aussi, peut-être sur la recherche, c'est la mise en place d'un pôle IA qui vise à fédérer des personnes qui ne travaillent pas forcément sur l'IA, mais qui sont intéressées, et puis de fédérer les chercheurs qui ont déjà un pied sur ce sujet. Sachant que ce virage est très compliqué à mettre en œuvre, parce que travailler dans l'IA, ça ne se fait pas en 6 mois, ça demande une certaine compétence, et donc développer des activités de recherche autour de l'IA, il va y avoir un certain délai. Quoi qu'il en soit, est en place une politique recherche, valorisation et puis support technique. Et je pense que j'ai fait le tour. Merci. Merci Christophe. Sophie, si tu nous entends, on va te laisser la parole pour nous donner ton point de vue en tant que directrice nationale des usages numériques du CNAM. Oui, bonjour à tous, je vous prie d'excuser de ne pas être présente, vous m'entendez bien? Oui, je monte le son. Oui, essaye de te préparer. Oui, donc je suis maintenant directrice nationale de tout ce qui est autour de l'innovation pédagogique. On vient de changer de nom très récemment. Je ne vais pas redire tout ce que les collègues viennent déjà de citer. Nous, au niveau du CNAM, on avait déjà côté formation lancé l'école de l'IA et du numérique, école qui regroupe toutes les formations autour de l'IA. Donc, en plus du MOOC qui a déjà été cité, on a un certain nombre de formations, de micro-certifications qui sont déjà disponibles. Et par rapport à ce qui a été dit, en particulier par Emmanuel et les autres collègues, nous, la spécificité que l'on va rajouter, c'est aussi tout ce qui est autour du numérique responsable qui nous intéresse particulièrement dans ce qui est déployé dans CARE. Évidemment, il y a l'éthique, mais par rapport à la sobriété, puisqu'on lance en parallèle un schéma directeur du développement durable et RSE à la rentrée. Donc, ça va être vraiment très intéressant de pouvoir aussi montrer les formations sur ce volet-là. On participe aussi côté recherche à de nombreux clusters autour de l'IA. Je ne sais pas si Sylvain est encore connecté et va vouloir ajouter un petit mot. Mais sur la partie formation, donc on est en train de finaliser le déploiement de la charte de bonnes pratiques pour l'usage de l'IA, tous les sujets autour de l'évaluation qui ont déjà été cités. Et donc nous sommes enfin en ordre de bataille pour pouvoir lancer la phase d'acculturation et d'accompagnement au changement pour la formation autour de l'IA, puisque notre collègue nous a rejoint il y a à peine un mois. Et à partir de la rentrée de septembre, on va déployer massivement la formation pour tous nos personnels, BIATS, enseignants, formateurs, vacataires. On va tester pour une petite partie des auditeurs. On a 55 000 auditeurs pour le CNAM et son réseau à partir de la rentrée, avec l'idée de déployer auprès de tous les auditeurs à partir de la rentrée suivante. Et le dernier point aux particularités du CNAM, nous, on est essentiellement sur de la formation continue, comme vous le savez. Et on a une forte répartition territoriale qui est complémentaire avec les autres établissements qui sont présents ici à cette table ronde. Et on a en particulier des points où on sera complémentaire pour le déploiement de la formation CARE, en particulier nos centres ultramarins qui sont déjà dans les starting blocks pour aider à ce déploiement. Voilà pour l'essentiel. J'essaye de faire court, je peux compléter après. Merci. Je ne sais pas si Sylvain est en ligne. Oui, je suis en ligne, mais j'ai écouté avec attention la présentation. Je ne vais pas rajouter de choses à ce stade pour laisser de la place et du temps à tous les intervenants. Merci Sylvain. On va terminer sur cette première question par Mickaël Delama, qui est chercheur à CESI. Bonjour à tous.
Moi, je vais commencer par l'axe d'Agathe sur la recherche. Donc, on a une thèse qui est faite par Agathe sur les usages de l'IA. Donc, on s'appuie d'abord sur la recherche et mes recherches aussi dessus. CARE, c'est vraiment un levier et on a entendu la souveraineté. Moi, je dirais qu'on est tous aujourd'hui des anthropolescents. Donc, on sera des anthropolescents avisés vers anthropolescents responsables. Dans ce terme-là, qui vient de Guy Avanzini, c'est vraiment qu'on est des adolescents face à la technologie et CARE va nous donner toutes les cartes en main pour avoir un bon usage. Donc, dans le bon usage, il va y avoir tout ce qui est esprit critique, éthique, écologique derrière, donc la frugalité de l'IA. Donc on prend ces concepts-là théoriques qu'on va appliquer. Bon, je suis dans l'applicatif de ça au niveau de la recherche. Donc on a cette partie-là qui va être complémentaire à un projet qu'on a à CESI qui est IA by CESI, qui va reprendre en fait la gouvernance. Donc il va y avoir tout c'est pas moi on est beaucoup, il y a mes collègues qui travaillent dessus, notamment Stéphane Briand qui porte ce sujet-là avec Karine. Et on a travaillé donc là avec tous nos collègues et toute cette dimension à saisir sur toutes nos formations, donc vraiment de par toutes les directions des usages et de tous les salariés de saisie. Donc on a aussi des enquêtes qu'on est en train de faire en interne pour récupérer les usages. Donc ça c'est complémentaire avec la recherche et les besoins aussi de métier. On va s'appuyer aussi sur les entreprises, parce qu'on a beaucoup aussi d'alternants. Donc on va récolter un petit peu tout ça et ça va nourrir aussi le projet CARE. Donc, on a vraiment toutes ces dimensions-là et l'intégration aussi du projet CARE dans toutes nos formations. Donc, voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose au quotidien. Merci, Mickaël. On a bien vu dans les différents échanges que l'IA bouleversait à la fois les contenus, mais également ce qu'on appelle le geste enseignant. Peut-être on pourrait discuter de ce sujet-là. Je ne sais pas si tu souhaiterais prendre la parole. Tu ne l'as pas trop évoqué, Manuel, mais... Non, je n'ai pas trop évoqué le bouleversement du geste enseignant. Alors, en effet, on se prend le mur qui arrive. Nos étudiants, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas se cacher, ils sont là, ils l'ont. Moi, ce que je vois, côté ENSA, mais alors je ne sais pas si tout le monde va le partager, mais on est une école technique. Les premiers, la formation CARE a été proposée à tous les personnels, que ce soit administratifs, doctorants, voilà. Et en fait, les premiers qui ont réagi, c'est les administratifs, puisque eux, ils s'y sont confrontés, ils se disent qu'ils vont devoir l'utiliser tout de suite. Donc voilà, les BIAT, ils ont été les premiers à venir. Les enseignants, plus réticents, alors manque de temps, voilà. Sauf les enseignants de communication, de langue, de choses comme ça, parce qu'ils y sont tout de suite confrontés. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que ça y est, l'IA arrive dans la technique, on a les Reasoning AI, donc on commence à pouvoir poser des problèmes un peu complexes aux IA. Et donc, les profs du technique, alors, c'est pas péjoratif quand je dis profs du technique, mais ces profs qui étaient peut-être moins impactés parce que des matières encore, des sciences dures où il y a toutes ces questions-là, commencent à être impactés. Et c'est vrai que le geste enseignant, il y a eu ce petit décalage, mais voilà, maintenant aujourd'hui tout le monde y est, tous les conseils d'enseignants, on en parle. L'évaluation, comme tu disais Julie, c'est la base, c'est comment on évalue. Et il y a toujours ces réactions, on va interdire Internet pendant le partiel. Non, en fait, non. Parce qu'après, se pose aussi la question de, il a codé avec ChatGPT, est-ce que c'est grave? Parce qu'en fait, dans sa vie professionnelle, on forme des professionnels, donc en fait, dans sa vie professionnelle, il le fera. Donc en fait, maintenant, c'est pas est-ce que je l'interdis ou pas, c'est comment j'évalue et comment je prends en compte que le fait qu'il va l'utiliser. Et donc, se repose cette question et qu'il y a beaucoup de discussions. Alors, je travaille beaucoup aussi avec l'Université de Bordeaux parce qu'on est proche et étant sur le campus de Bordeaux, on est un peu absorbé dans l'université. Et donc, toutes ces questions de comment je le prends en compte, comment je développe mon cours. Et en fait, derrière, ce qui ressort, c'est l'implication de l'élève parce qu'au final, toutes ces IA servent aussi pour aller vite, pour répondre vite à un problème, pour faire vite mon devoir et rappeler aux étudiants que pour s'approprier une connaissance, il faut du temps. Et donc, les ChatGPT, etc., s'il est mal utilisé, il va faire gagner du temps, mais il ne va pas permettre l'appropriation. Par contre, une bonne utilisation, un peu comme un assistant, avec justement lui demander d'expliquer son raisonnement, avec corrige-moi, plutôt que dire corrige-moi ça, mais corrige-moi et explique-moi pourquoi tu as fait ces corrections. Donc, c'est essayer de leur montrer comment, au-delà de l'utiliser pour faire le devoir, on peut aussi l'utiliser, mais pour apprendre,
comme un assistant pour l'apprentissage. Mais voilà, ça prend du temps. L'étape 1, c'est former nos enseignants, parce qu'on est encore loin, du 100% d'enseignants formés. Donc, former les enseignants, les amener à se poser des questions, faire des petites sessions dédiées à l'enseignement où voilà, on se pose plein de questions. Et puis après, pas réinventer la poudre à chaque fois. Il y a dans le secondaire, tous les réseaux canopés, etc., ils font plein de choses parce que aujourd'hui, nos étudiants, ils ne sont pas formés, mais ils commencent à être formés avant, donc il va falloir suivre cette évolution. Et voilà, dans le réseau canopé, moi, on m'avait dit, oui, il faut qu'on développe des choses, puis après, on transmettra au secondaire. Non, en fait. Le secondaire, ils avancent, il y a plein de choses qui sont faites. Donc, allons voir ce qu'eux leur disent aussi pour que derrière, nous, quand on la récupère, on a un peu le même discours. Donc, voilà, c'est compliqué. Il y avait cette volonté, le Coréal avait préconisé qu'il fallait se structurer et qu'on discute ensemble, ce qui n'est pas forcément simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Faut qu'on arrive à discuter entre nous. Enfin, on a encore vu là, échanger. Moi, j'ai écrit un référentiel de compétences de l'IA pour nos étudiants. Et ben aujourd'hui, à qui je peux le faire passer pour relire, parce que dans mon établissement, on n'est pas forcément beaucoup à pouvoir avoir ce regard critique. Donc voilà, se structurer entre nous, échanger pour aussi avoir une réponse un peu commune, tous ensemble sur ces questions-là. Et en fait, sécuriser les enseignants quelque part. Le geste, comme tu dis, le geste enseignant change, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse sur comment il doit changer et comment le faire. Et ben, des fois, on est un peu perdu et donc on se renferme sur... comme on ne sait pas trop, on va interdire parce que c'est loin de notre zone de confort de faire ça, surtout pour ceux qui ne l'utilisent pas. Et donc voilà, se structurer, avoir un discours cohérent un peu tous entre nous dans l'enseignement supérieur, que ce soit en école d'ingénieur, en université ou autre, que ce soit des disciplines techniques ou voilà, arriver un peu avec un discours un peu cohérent, je pense que ça va rassurer aussi et ça va aider les gens à se lancer et à avoir ce changement. En particulier sur les questions d'évaluation où, en fait, ils veulent des réponses, mais aujourd'hui, on n'a pas. Enfin, si quelqu'un l'a, je veux bien l'apprendre. Comment on fait? Peut-être Lucie, tu veux réagir par rapport au groupe de travail? Oui, je veux bien réagir et c'est des questions qui sont excellentes et qui sont très légitimes. On a beaucoup travaillé pour le geste enseignant. Il y a plusieurs réponses et plusieurs. J'ai envie de dire, il ne faut pas oublier. Voilà. Donc, alors, il ne faut pas oublier, et c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vraiment ces choses-là qui sont fondamentales. Il ne faut pas oublier que nous sommes enseignants et donc nous devons maîtriser évidemment la discipline que l'on enseigne, mais également la didactique et la pédagogie que l'on enseigne. Et donc, si on pose une question, de manière générale, oublions l'IA, mais quand on pose une question dans un devoir à laquelle l'étudiant répond de manière bonne, mais sur lequel il n'a pas utilisé le chemin cognitif que vous souhaitiez lui faire travailler, ou alors qu'il a fait une double erreur qui l'amène au bon résultat. Vous n'êtes pas satisfait en tant qu'enseignant, mais surtout, c'est doublement grave, c'est que l'étudiant a une bonne réponse, ou en tout cas a trouvé le bon résultat, sans avoir le bon cheminement. Et donc là, il y a un problème. Il y a un problème en fait dans l'énoncé. Il y a un problème dans l'énoncé et l'enseignant a mal conçu son évaluation. Et donc, il doit recommencer, ou en tout cas, il doit la retravailler pour plus tard. Ça, c'est les bases de la pédagogie. Pour l'IA, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on pose une question et que l'étudiant répond, génère son code ou quoi que ce soit avec l'IA, ou fait son mémoire de master avec l'IA ou quoi que ce soit, et a une bonne note et valide, clairement, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont posées qui ne devraient pas l'être autrement. Alors attention, je vais quand même nuancer ce que je viens de dire. Deuxième, il ne faut pas oublier que il faut encore des choses papier-crayon. Et là, pour le coup, la prof de maths que je suis le dit, je travaille le calcul mental avec mes étudiants et j'adore travailler le calcul mental avec mes étudiants parce qu'il y en a besoin. Il y a des moments sans calculette qui sont absolument nécessaires. Ce n'est pas pour ça que dans d'autres moments, évidemment, on va l'utiliser autant qu'on veut et qu'elle va être très utile. L'IA, c'est exactement pareil. Il y a des moments où on va devoir apprendre, par exemple, aux apprentis informaticiens de générer du code sans IA parce qu'ils doivent savoir faire et doivent connaître les bases et les structures et les bases de données. Par contre, il va y avoir des moments où on va leur autoriser à utiliser l'IA pour être plus rapide, plus performant et pouvoir avoir un regard. Et puis, la dernière chose, c'est que j'ai fait un truc avec mes étudiants il n'y a pas très longtemps. Encore une fois, c'était en mathématiques et c'est des problèmes de mathématiques de faible niveau parce que c'est des étudiants qui sont en master MEF professeurs des écoles et donc ils doivent avoir un niveau brevet à peu près.
Et j'aime bien poser des problèmes ouverts. Et là, c'était un problème ouvert, un vrai faux. Le produit de 3 entiers dont le premier est pair est-il toujours divisible par 24? Avant, ChatGPT, première chose qu'ils faisaient tous, calculatrice. 6 fois 7 fois 8, génial, ça marche. Bon. 10 fois 11 fois 12, ah, ça marche, super. 26 fois 27 fois 28, ah, ça marche aussi. Bon, bah c'est bon, ça marche, c'est vrai. Évidemment, vous avez bien compris qu'il faudrait une vie entière pour pouvoir prouver ça pour l'infinité des nombres qui existent, et peut-être un peu plus d'ailleurs. Et donc, on n'a pas prouvé quand on a vérifié 3 fois avec sa calculatrice. Ils ont en fait émis une conjecture. Et cette conjecture, on cherche à la démontrer. Depuis ChatGPT, qu'est-ce qui se passe? Le produit de 3 entiers dont le premier pair est-il divisible par 24? ChatGPT, on demande. Ça, c'est rush sur ChatGPT. Tout le monde fait ça. Et puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que les étudiants ne vont pas avoir la même réponse parce qu'il ne va pas générer la même réponse. Ah, et toi, il a mis quoi? Il a mis ça. Mais non, il se trompe le tien. Regarde, il te met ça. Non, non, mais le tien a fait ça. Et là, la magie opère. Là, ça marche. On a les interactions entre pairs, on a les étudiants qui s'intéressent et surtout, ils ont un phénomène de rigueur qui est extrêmement important. Il y a quelque chose que vous avez souligné qui est vraiment fondamental, c'est l'honnêteté intellectuelle. À partir du moment où on a l'honnêteté intellectuelle d'utiliser, et il n'y a pas de problème à ça, des IA génératives pour générer quelque chose dont on est entièrement responsable, et donc si on écrit s'il y a des hallucinations, on est responsable des hallucinations qui sont écrites. S'il n'est pas assez précis, parce que généralement il n'est pas assez précis, on en est responsable. Et donc à ce moment-là, on acquiert une compétence qui est absolument fondamentale, qui devrait être dans tous les référentiels de compétences, c'est l'honnêteté intellectuelle. À partir du moment où on a cette soft skill-là, en fait, on arrive à progresser et à faire des choses. Et puis, j'ajoute une dernière petite chose sur la EdTech. Pour l'acceptabilité des enseignants, je pense que le geste enseignant aujourd'hui ne va pas sans le mot EdTech. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'amélioration du geste enseignant. Vous avez par exemple des IA qui font bien mieux que ChatGPT et Mistral AI et tout ce que vous voulez. L'enseignant, mais qui sont basées sur des technologies RAG aussi, où l'enseignant va mettre toutes ses ressources, vidéos YouTube validées par l'enseignant, ressources de cours, PDF, etc., dans la moulinette. Et l'IA va ressortir un contenu scénarisé. Et alors ça, pour l'acceptabilité des enseignants, même les plus réfractaires, ils se rendent compte des possibilités et ils se rendent compte qu'ils restent maîtres de leurs ressources. Ce qui est quand même la base d'un enseignant, c'est de détenir le savoir disciplinaire et d'être maître de ce savoir. Donc ça a été un vrai outil, la tech, qui nous a aidé à améliorer l'acceptabilité. Peut-être réagir. Bon, bah, difficile de... Je t'en prie, si tu veux prendre la parole. Non, mais simplement, tout ça me fait penser que ça nous fait complètement repenser la manière dont on intègre en fait l'étudiant dans son enseignement. Nous, on ressort des vieilles recettes qui s'appellent apprendre à apprendre. Comment on fait pour apprendre à l'étudiant? Et ça, on se dit, mais on aurait dû le faire il y a longtemps, en fait. C'est un truc de base. On ne faisait pas vraiment. Voilà, on délivrait les formations et puis il y avait l'examen et voilà. Et là, on se retrouve à se dire, en fait, maintenant, il faut vraiment leur apprendre à apprendre. Et tu parlais de grille d'évaluation et de grille de compétences. Nous, on s'est dit, ça y est, on va être obligé de responsabiliser les étudiants beaucoup plus qu'avant et à les intégrer dans ce travail de grille de compétences, qu'eux-mêmes puissent s'auto-évaluer. En fait, là, on en est là, au début de l'année, à la fin d'année, qu'ils aient conscience de ce qu'ils font avant, après. Et c'est bien, hein, d'un côté, ça nous oblige à bouger nos lignes. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est un peu difficile, hein, mais voilà. Je rebondis. J'ai lu dernièrement, j'ai fait une formation sur l'impact de l'IA générative sur les évaluations pour voir un peu ce qui était préconisé. Alors, c'est fait côté Québec, où ils ont quand même pas mal. Voilà. Génial. Super. Et en fait, ils ont écrit un papier en disant la réponse sera pédagogique à ces questions-là, et où justement, ils parlaient de l'approche par compétence, qui est ce que nous, la CTI, alors les universités, je ne sais pas. Je ne sais jamais trop où vous en êtes sur l'approche par compétence, mais je pense que vous y allez aussi. L'IUT, on y est déjà. Oui, l'IUT, vous êtes très en avance. Et la CTI nous demande cette approche par compétence. Et justement, dans ce papier, il disait que l'approche par compétence est une réponse aussi, puisque ça va demander des raisonnements complexes et des choses comme ça, où aujourd'hui, l'IA peut être une aide, mais ne saura pas tout. Et donc, voilà, donc ça me fait ça. C'est vraiment ce truc-là.
en fait, ça nous oblige à repenser notre pédagogie, ça nous oblige à repenser tout ça. Et en fait, la réponse, on arrive en synchronisation sur deux choses. On a des réponses. Derrière, voilà, les portfolios où on met des référentiels de compétences et où ils viennent se positionner. Et on va les responsabiliser, ce qui peut les réimpliquer dans leur formation, ce qui aujourd'hui est des fois un peu difficile. Donc voilà, c'était juste pour rebondir, pour dire en effet, c'est une convergence. Et ce que je trouve bien, moi, je trouve, c'est qu'on reparle pédagogie dans des endroits où on parlait beaucoup recherche, puisque c'est quand même ça qui pilotait un peu la carrière, l'évolution, etc. Et là, l'IA, tu vois, tu demandais les opportunités. Et ça ramène la pédagogie un petit peu au centre du village, là, le matin de marché. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Non, mais voilà. Et ça, c'est intéressant. Merci, Emmanuel. Je peux te dire un mot? Oui, vas-y. Le geste enseignant, c'est une très belle terminologie. Je dirais jusqu'au verbe enseignant, le fait de parler d'IA. Et c'est le premier geste, finalement, c'est l'accompagnement au changement. Bien évidemment, c'est très hétérogène selon les thématiques. En informatique, il ne faut pas croire que c'est là où c'est le plus facile. Il y a quand même des freins des freins, puis une vision très élitiste de sa matière qui fait qu'il y a des freins d'usage sur l'IA. Encore une fois, je discute avec beaucoup d'industriels, ces questions ne se posent pas, c'est-à-dire que c'est fondamental pour la survie de la structure. Donc, il va falloir utiliser l'IA parce que quand on développe un produit en 3 jours au lieu de passer 3 mois, il n'y a pas de secret, le retour sur investissement, il est là, il est déjà là. La pédagogie, c'est difficile de parler de retour sur investissement. Donc, c'est le discours apporté qui, pour moi, aujourd'hui, n'est pas encore identifié. Je peux parler de ma démarche personnelle, qui est unique ou peut-être singulière, je ne sais pas, mais ça fait 3 ans que j'utilise l'IA dans l'enseignement. Et la première chose que je dis aux étudiants, c'est utilisez-la. Et dans toutes les circonstances possibles. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet de savoir jusqu'où ils vont et la façon avec laquelle ils l'utilisent. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui a été résumé, c'est quelque part, les usages arrivent en utilisant. Et il faut identifier ces usages pour partager cette connaissance. Donc, c'est très difficile, en tout cas aujourd'hui, d'avancer. Une charte IA peut-être est une première marche qui permet d'identifier chez les enseignants jusqu'où ils peuvent aller. Et puis finalement, légitimité à cette démarche, parce que certains enseignants aussi se cachent un petit peu, n'entrent pas dans cette démarche, parce qu'il y a une vision peut-être un peu trop biaisée de cet usage. Donc, voilà, je fais pour faire court. J'aurais aimé donner la parole à Sophie pour qu'elle nous explique un petit peu comment ça se passe au CNAM. Vous avez évoqué, Sophie, beaucoup déjà d'implantation et puis une typologie de bénéficiaires des formations du CNAM qui est quand même assez large, hein, formation initiale, formation d'adultes sur des domaines très très variés. Comment toi tu vois les choses pour le CNAM? Vous pouvez couper, Sophie. Oui, pardon, vous m'entendez? J'ai une connexion instable. Je disais, oui, on va commencer le déploiement massif d'abord pour tout notre réseau d'enseignants, de formateurs et de vacataires, pour qu'après ça puisse être propagé sur tout le territoire. On a des référents qui sont des référents ingénieurs pédagogiques pour tous les centres. On a 29 référents qui ont commencé à être formés et on va attaquer la formation de formateurs. L'idée, c'est de pouvoir déployer massivement, d'abord pour nos personnels et après qu'ils puissent servir de relais et qu'ils puissent former massivement sur les industries et leurs partenaires locaux. En parallèle de ça, on va aussi mettre en place un certain nombre de temps pour les enseignants, pour démystifier, en plus de tout ce qui a été déjà dit tout à l'heure. Donc ça, c'est ce que l'on déploie à la rentrée. On sait qu'il faut aider les enseignants, que l'IA est déjà là aussi au CNAM, hein. Il y a des usages, divers et il faut qu'on cadre ça. C'est aussi pour ça qu'on a été partie prenante et membre de l'Alliance dès l'origine pour qu'on puisse essayer d'avoir un outillage pour proposer en parallèle de la formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de travailler dans le cadre aussi du schéma directeur du numérique. Tout ça, ça se met en place. J'espère pour la rentrée qu'on aura quelque chose à vous présenter qui sera beaucoup plus concret et beaucoup plus précis.
Merci Sophie. On va finir avec Mickaël, peut-être pour parler sur le retour d'expérience, comment gérer là. Il y a 26 campus, ça s'est dit, comment diffuser cette culture et ce geste enseignant autour de l'IA. Là, il y a eu, ça a commencé avec la triche, je pense, comme un peu tous les établissements au niveau de l'IA. Donc, on a eu un premier groupe de travail plus tard. Je vais me mettre debout, c'est plus simple. Il y a eu un premier groupe de travail il y a maintenant plus de 2 ans. C'est à peu près en même temps que juste après l'arrivée de ChatGPT, on a un groupe de travail qui est arrivé sur la triche et on a commencé à réfléchir justement à tout ce qui a été évoqué ici. Et après, il y a eu des réflexions sur finalement qu'est-ce qu'on évalue, parce qu'on est sur les connaissances. L'étudiant va vite contourner. Pareil, tout ce qui est livrable, rapport, etc. On ne peut pas vérifier tout le temps ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'il y a un côté vraisemblance aussi sur certaines matières spécialisées où l'étudiant va tout de suite être d'accord et va le mettre. Et puis on va tout de suite, il y a quand même un regard de l'enseignant qui est intéressant. On a vu sur la triche, sur ce groupe de travail, l'enseignant va être capable de détecter l'IA mieux que les détecteurs d'IA, parce qu'il ne faut pas oublier que les détecteurs d'IA, c'est la même chose, c'est probabiliste, donc vous pouvez essayer de les mettre sur plein de détecteurs d'IA différents, il y a un pourcentage qui sera différent. Moi, je ne pense pas que ce soit très fiable d'aller là-dessus. Par contre, l'humain est encore meilleur, pour le coup, actuellement, pour détecter l'usage de l'IA. Mais finalement, là, pour moi, c'est un peu la course du chat et la souris là-dessus. Et finalement, c'est ce qu'on vient de dire. Je pense qu'on est à l'ère aujourd'hui de changer nos paradigmes sur l'évaluation et qu'est-ce qu'on évalue derrière. Et ce qu'Emmanuel a dit sur l'approche par compétence, qui peut être intéressant, et d'intégrer justement ce côté, je sais pas comment ça a été dit, d'honnêteté intellectuelle, effectivement. Et donc ça serait peut-être une compétence à explorer, voire d'autres aussi sur l'esprit critique derrière, qui peut être intéressant. Donc c'est ce côté-là qui va être, je pense, intéressant dans les mois et années à venir de la formation. Merci, Mickaël. Le dernier temps, autour de cette table ronde, on va commencer par le témoignage d'un des partenaires, entre autres Dijon Métropole, sur les enjeux d'un territoire autour de la formation à l'IA, à la fois pour le territoire, mais aussi pour les agents. Soit on va te laisser la parole, et puis après, on passera à la phase de questions. Donc, je vais me présenter aussi. Souadaï Tagadir, je suis responsable de la formation numérique et de la médiation à Dijon Métropole. Alors, le témoignage Dijon Métropole, on avait préparé un petit PowerPoint, mais je pense que je vais lire, ce sera peut-être plus simple. Je vais le partager après tout le monde. Alors, où se positionne actuellement Dijon Métropole par rapport à l'IA? Donc, il faut savoir qu'effectivement, Dijon Métropole est très actif en ce moment et a hâte vraiment de pouvoir mettre en place les formations via le projet CARE, puisque, comme vous l'aviez dit précédemment, François Rebsamen, donc le président de Dijon Métropole, met un point d'honneur à ce projet, et du coup, ça descend aussi dans nos services et on essaie d'être le plus actif possible pour pouvoir faire avancer ça dans les services. Alors, je vais juste mettre un petit peu le contexte. Dijon Métropole, on a entre 3 000 et 4 000 agents confondus, avec une certaine hétérogénéité dans l'utilisation du numérique. Mais pour autant, depuis qu'on a bénéficié du test, enfin de la formation test du mois de mars dernier, c'est parti un petit peu par ricochet dans tous les services de la métropole, et tout le monde commence de plus en plus à aller voir ce que c'est que l'IA. Alors, je ne vous cache pas que les agents de la collectivité, pour certains, ils ont une appréhension
avec l'IA. Ça fait peur, effectivement. On ne sait pas, c'est inconnu. On sort un petit peu de notre zone de confort. Donc, du coup, un agent lambda va se dire qu'est-ce que c'est que l'IA? Je ne travaille pas de cette façon jusqu'à présent. Mais on a réussi petit à petit, nous, à démystifier justement l'utilisation des outils à l'IA avec nos propres moyens actuellement. On a mis en place, alors elles ne sont pas nombreuses, mais on est en train de monter aussi un petit peu en compétences. On a mis en place quelques applications concrètes au sein de la collectivité. Alors, je ne vais pas toutes les lire, mais on en a quelques-unes. Par exemple, à Dijon Métropole, on a Microsoft 365, enfin Microsoft Office, et pour que les agents n'aillent pas sur tous les outils de l'IA, on a Copilot. Donc, c'est vrai que vous n'en aviez pas parlé tout à l'heure, mais Copilot, comme ça fait partie intégrante de la licence Microsoft 365, qui est nominative chez nous pour les agents, eh bien, ça sécurise un petit peu aussi la fuite des données. Parce qu'effectivement, pour une collectivité, alors on a parlé de l'enseignement, des établissements, etc., mais pour les collectivités, cette appréhension, quid des données personnelles, de la confidentialité des données qu'on met dans l'outil à l'IA. Et ça, c'est vrai que voilà, la question du RGPD, la question de la confidentialité, la charte d'usage, parce qu'on est en train aussi de se dire qu'il faudra mettre peut-être en place une charte d'usage pour que l'agent sache quoi faire, comment répondre si besoin. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de questions actuellement qui se mettent en place. On est actif, on est très actif, on attend beaucoup des formations CARE. On attend beaucoup, on a hâte qu'on soit nous formés pour pouvoir ensuite former nos collègues et agents des services de Dijon Métropole. J'ai essayé d'être très rapide, j'ai pas voulu trop. Donc on a vu que la première version vous a convenu, si vous attendez la suite. Alors, justement, non, mais c'est bien de faire le retour. Oui, je vous fais le retour. Oui, d'accord. On a eu, alors j'en parle, hein, on a eu un séminaire IA, mais en interne, hein, c'était vraiment au sein de Dijon Métropole, en date du 12 juin, où là, j'ai présenté, moi, sous couvert de Cécile, parce que je m'étais rapprochée de Cécile pour pouvoir savoir si on pouvait quand même présenter l'avancement du projet. Et nos élus, nos directeurs, nos chefs de service, eh bien, tout le monde était plutôt agréablement surpris et ils avaient envie de savoir ce qui arrive. Et au début, je vous avais dit niveau 1, nous, il faut le niveau 1 parce qu'on a une dichotomie dans les niveaux avec un éloignement du numérique pour certains agents, aussi bien les agents de terrain que dans l'administratif. Mais pour autant, j'ai quand même eu des questions sur le niveau 2. Voilà. Pourquoi pas le niveau 2 Regardez les petits Pourquoi pas le niveau 2? Donc le niveau 1 sûr, parce qu'on va le déployer à l'ensemble des agents de la collectivité, mais il y a aussi un besoin, je pense, peut-être ultérieur, mais peut-être à court, voire moyen terme, pour d'autres agents. Alors c'est plus les directeurs, les chefs de service qui manipulent déjà l'IA, qui l'utilisent aussi au quotidien, qui arrivent à le maîtriser, mais qui veulent aussi aller un peu plus loin. Nous, la question de Dijon Métropole, c'est ça, on a besoin d'être sécurisé par rapport à la donnée, par rapport au RGPD. On a besoin que les agents suivent justement une trame et qu'ils sachent où aller avec ce nouvel outil à l'IA. Ça va ? Merci. Voilà. Je propose qu'on fasse une petite session de questions, soit des questions dans la salle ou en ligne pour les membres de la table ronde. Et des réactions, des réactions d'expérience aussi dans vos établissements. Pas de main levée. Du coup, je vais me permettre de dire un marque de
Bonjour, Philippe Cougier, le DG de CESI, ancien président de La Rochelle Université. J'ai une question à Lucie, en fait, pour CESI. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure la question de la souveraineté nationale et notamment les nouvelles activités de recherche et le fait que la MU bosse aujourd'hui beaucoup pour le secteur public. Or, ici, c'est un secteur privé non lucratif qui travaille aussi en recherche et qui a les mêmes enjeux d'intelligence économique, de protection de la souveraineté nationale pour les compagnies et les entreprises, parce que beaucoup d'entre nous travaillons aussi sur ce sujet. Et j'aimerais savoir quelle continuité il imaginez au niveau de l'État, la MU qui aujourd'hui sert principalement au service public, pour qu'on puisse effectivement nous-mêmes aussi, établissements privés non lucratifs, puissent bénéficier des services de la MU et de tous ces secteurs d'activité pour contribuer à notre protection aussi, quoi. Parce que ça, derrière, c'est toute l'intelligence économique nationale qui est en jeu. Tout à fait. Bonjour monsieur, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis ravie de vous rencontrer. Oui, alors c'est une question de toute façon qui est très importante et qui est fondamentale, que je pense que vous n'êtes pas les seuls à vous poser. J'étais le 25 juin à Neoma et je crois qu'on a les mêmes questions, on a les mêmes problématiques. Alors, je vais répondre à côté dans un premier temps, peut-être j'essaierai après de mieux répondre. La première réponse à côté, c'est que vous savez que Neoma et Mistral ont fait un grand partenariat qui était très médiatisé et là-dessus, Mistral a annoncé l'ouverture d'un club des universités, d'un club des établissements qui utilisent en tout cas des solutions Mistral pour travailler sur un aspect très mutualisation en aval des contractualisations. Alors, ça ne répond pas à la question parce que on reste pas sous l'égide de l'État en tout cas. J'en parlerai en tout cas au directeur de la MU. Je pense que c'est j'imagine, c'est un sujet qui est, c'est un sujet qui est très important sur lequel je peux pas donner évidemment de réponse officielle. Par contre, vous voyez l'alliance qu'on a menée et dont avait parlé Sophie au début, c'est une alliance qui s'est montée par le terrain. Et cette alliance qui s'est montée par le terrain, elle a eu cette vertu de faire remonter ces besoins-là et d'être au-delà de toute frontière publique-privée. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on a des partenaires qui sont des établissements comme le vôtre, qui sont privés et qui sont partie prenante de cette alliance. Alors, le seul problème, c'est qu'on ne peut pas toujours pratiquer les mêmes prix. Et ça reste une démarche qui est problématique. Par contre, on peut mutualiser tout le reste. Et tout le reste, c'est pas négligeable. C'est-à-dire les infrastructures, c'est-à-dire les forces en termes de RH, c'est-à-dire on a beaucoup parlé de cadrage, des chartes d'usage, les accès à la formation. Évidemment, c'est pas la totalité, mais ça peut donner une partie de la réponse. Et je crois que si on arrive à mutualiser ces choses-là, il y a une dernière chose qui est très importante à mutualiser, c'est la recherche. On a parlé un peu de la recherche, on a parlé aussi des travaux de recherche et développement. Je crois qu'il y a un rapport qui a été remis au ministre hier sur le partenariat et les problématiques de partenariat public-privé et notamment sur la recherche et développement. Il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose à faire, pas forcément sur la recherche de pointe en IA, mais sur la recherche des applications sur l'IA et l'éducation. Et là, très honnêtement, c'est vide. Il y a un vide à combler, très vite. Ça pourrait être l'occasion de faire des partenariats aussi entre établissements à but non privés à but non lucratif et établissements publics sur les applications. Je peux insister parce qu'il y a un continuum vraiment. Le ministre l'a d'ailleurs évoqué au cours de son discours sur la régulation de l'enseignement supérieur privé il y a 3 semaines maintenant à peu près. Et aujourd'hui, CESI va donner des partenariats scientifiques avec des partenaires publics. Et donc, si on ne trouve pas une manière de sécuriser l'utilisation de l'IA, le privé peut être une fuite, en fait, finalement, si on ne trouve pas une manière de travailler ensemble dans un cadre souverain. Je suis clair, mais c'est vraiment important. C'est très clair. Et alors, je n'ai pas la réponse à votre question, mais si vous avez un peu de temps à me consacrer, je pense qu'on pourrait en discuter un peu plus longtemps parce que si on arrive à trouver une réponse, un filon de réponse, après, c'est plus facile. Merci. Et Jean-Marc, on a eu les points de vue des établissements d'enseignement supérieur, collectivités territoriales. Je crois qu'on a la chance d'avoir des représentants des entreprises dans la salle. Et même, je crois, je m'amuse, j'ai pas ça dans la liste. C'est vous, monsieur, excusez-moi.
Vous auriez une expression de besoin, un point de vue sur l'IA dans l'entreprise ou dans la formation? Alors, peut-être rapidement me présenter, effectivement, je représente Stéphane Rodel qui est avec nous ce matin, l'équipe de l'Union de stabilité et météorologie. Moi, je suis entrepreneur canadien, je suis en charge d'activité apprentissage au sein de la CFA. C'est la branche qui s'appelle le CFAI. Ce CFA travaille avec beaucoup de partenaires, y compris sur l'enseignement supérieur. Donc, j'ai trouvé beaucoup d'éléments dans ce que peut avoir comme échange avec ces écoles d'ingénieurs et l'Université Lyon 1 autour de ces sujets. Et on regarde de près, effectivement, ces thématiques de l'intelligence artificielle pour également les formations des professionnels que l'on forme, pas pour la voie d'apprentissage, mais également les salariés qu'on reçoit en formation continue. On est au tout début, hein, donc on écoute, on regarde, on observe, on essaie de comprendre, on essaie de consacrer le juste bon niveau d'énergie, je vais dire, à déployer ou pas, là où ça nous paraît pertinent. Donc on est vraiment au tout début. L'idée de notre présence ce matin était aussi pour être dans cette activité de benchmark, d'écouter, de regarder sur quelque chose qu'on est en train d'appréhender, hein, en étant conscient que ça va changer beaucoup de choses sur plusieurs registres. Pour nous, organismes de formation, c'est déjà dans notre futur peut-être offre de formation. Et pour ça, mieux comprendre comment les entreprises appréhendent ce sujet, comment déjà elles le mettent en œuvre, comment elles aussi se cherchent un peu sur le sujet. En tant que nous, organismes de formation, comment on va changer notre façon de travailler, notre pédagogie. Je suis intéressé par le témoignage de dire, monsieur Guy disait tout à l'heure, on l'utilise, les jeunes l'utilisent, comment on les accompagne là-dedans. On forme des jeunes bac pro et BTS qui l'utilisent comme ils le peuvent. Parce qu'ils sont curieux, ils vont dessus, et donc comment nos équipes pédagogiques peuvent appréhender, on va dire, cette nouvelle dimension. Hein, la première réflexe, c'est de dire, moi, je l'interdis, c'est complètement absurde, je suis complètement d'accord, surtout pas, au contraire, inciter les utiliser, comment les accompagner là-dessus. Et puis aussi, nous, organismes de formation en tant qu'entreprise, parce que là aussi, on a certainement des belles opportunités d'optimisation, de gain de productivité et d'efficacité. Donc là, je suis plutôt on est plutôt en écoute et en benchmark et intéressé pour poursuivre des échanges avec différents témoignages. Merci en tout cas pour l'ensemble des éléments partagés. Je peux juste compléter ce que vient de dire Antoine. En fait, avec nous, ce que j'ai entendu depuis le début de l'année, c'est plutôt rassurant par rapport aux réflexions qu'on avait en interne. Donc, je ne sais pas si c'est qu'on a les mêmes sources et qu'on en arrive aux mêmes conclusions, mais en tout cas, on est dans des types en fait, dans une logique de réflexion qui est très, très similaire à ce qu'on a entendu ce matin. Donc, moi, je trouve ça plutôt rassurant par rapport à ce qu'on a eu, ce dont on a eu les échangés jusqu'à maintenant. Juste avant que tu prennes l'exemple, je peux juste rebondir sur la partie industrie. Un retour d'expérience qui, moi, me perturbe, mais je ne sais pas. On a on a des apprentis à Bordeaux à l'ENSAM et je leur demande, donc je leur fais la formation CARE. Et en fait, il y en a plein qui me disent que dans les grandes boîtes, il y a des déploiements d'IA, enfin de GPT, mais local, enfin de boîte. Et je leur demande toujours, est-ce que vous avez été formé non. En fait, j'ai reçu un mail en disant, voilà, maintenant il y a ça à disposition. Et il n'y a pas la formation. Alors, et quand je dis formation, c'est deux types. C'est formation à l'utiliser, mais aussi la formation à CARE, quoi. C'est-à-dire les impacts, comment je traite ma donnée, toutes ces questions-là autour, impact environnemental, sociétal, je ne vais pas tous les refaire. Et en fait, des étudiants me disent, jamais je serais venue faire cette formation de base. Quand ils voient ce qu'il y a dans CARE, ils disent, mais je ne l'aurais pas fait parce que moi, je l'utilise. Mais en fait, une fois qu'ils l'ont fait, ils disent, mais en fait, il faudrait que je le fasse à mes collègues en entreprise parce que comme on ne nous a pas formés, mais qu'on nous l'a mis dans les mains, en fait, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Alors, soit pour tout et n'importe quoi. Donc, en fait, alors, c'est pas toutes les boîtes, mais sur certaines boîtes, il y a vraiment ce déploiement où on met une IA interne qui, du coup, protège les données. Donc, on a ce côté-là. Mais par contre, il n'y a pas du tout le volet formation qui va avec pour dire, attention, derrière, c'est ça. Donc, voilà, dans l'entreprise, c'est pareil. Je pense que beaucoup de gens se cherchent, on lance des choses, on se rassure. Voilà. Et côté formation, il y a du business à faire. On a une réaction en ligne, Monsieur Beau. Oui, bonjour à tous. En fait, moi, je voulais juste. En fait, je suis vacataire et en fait, je travaille à Enedis et je suis également vacataire à l'Université de Bourgogne.
Et justement, je voulais vous montrer, peut-être si ça vous intéresse, hein, après, je sais pas, là, il est 27. J'ai une application qui a été faite en interne à Enedis pour reconnaître le matériel. Donc ça permet également l'apprentissage et ça utilise également l'intelligence artificielle par l'intermédiaire de la computer vision. Je vais essayer de vous partager l'écran de mon téléphone, si ça vous convient. Oui, vous m'avez pas dit oui, hein, donc je m'impose. Donc c'est en expérimentation, hein, voilà. Si vous voulez, vous avez, j'ai des sandalettes, hein, je suis désolé. Donc là, si vous voulez, vous avez un matériel que je prends en photo. J'espère que le réseau va passer. Voilà. Donc en fait, ça reconnaît cet objet-là, on est à 80%. Et en fait, on lance une analyse. Et en fait, donc comme je travaille Enedis, c'est du matériel électrique, hein, qu'on pose sur le réseau. Et donc en fait, là, on a reconnu le matériel et on a exactement, on a plein d'informations, si vous voulez, voilà, sur ce matériel. Et donc des informations qui vont nous permettre d'apprendre à savoir comment le poser, voilà, ce genre de choses. Donc je trouvais assez important de vous le montrer ça parce que ça fait partie de ça fait partie de l'apprentissage et c'est une application de l'intelligence artificielle en entreprise. Voilà. Je vous embête pas plus longtemps. Une dernière réaction. Merci beaucoup, Monsieur Blanc, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est la maturité des outils actuellement en termes d'IA. On voit qu'aujourd'hui, rapidement, on peut déployer un chatbot. UBE va dans cette démarche. Je crois savoir que Dijon Métropole va dans cette démarche. La région, les industriels que je croise vont dans cette démarche justement pour se dédouaner de l'usage des outils externes. La deuxième étape, c'est pour ceux qui savent, c'est les RAG, c'est pouvoir traiter des données textuelles. On a une administration, on met toutes ces données textuelles dans l'IA. Aujourd'hui, ça se déploie assez facilement, avec un certain nombre de problématiques, parce que tous les problèmes ne sont pas résolus, mais les outils sont suffisamment matures pour le mettre en place. Et la troisième étape que monsieur venait d'expliquer, c'est l'intégration mash-up, quelque part, de différentes IA pour atteindre un objectif précis. Donc ici, c'est de la vision artificielle qui peut s'insérer dans un processus métier. Et bien évidemment, s'il y a un gain de temps dans ce processus métier, il y a un retour sur investissement. Et cette troisième partie-là, elle est intéressante parce que la dimension recherche est intéressante pour les industriels parce que le contrat de collaboration à mettre en place, il y a du crédit pour recherche, etc. Et ça permet de faire vivre les deux côtés, c'est-à-dire un industriel qui n'a pas les capacités de développer sa R&D et de s'adosser à un partenaire public ou privé recherche. Et encore une fois, je parle de ça aujourd'hui, c'est-à-dire que dans 6 mois, les outils vont être encore plus matures, avec d'autres outils qui seront plus faciles à intégrer, avec peut-être les IA agentiques que vous connaissez, où c'est plus des réponses aux questions, mais c'est de la réalisation de tâches. Donc, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est une difficulté parce que même pour la formation CARE, il va falloir mettre à jour les formations parce que ce qu'on dit aujourd'hui sera peut-être faux dans 6 mois ou un an. Donc, c'est très, très mouvant et c'est aussi une des difficultés qu'on n'a pas abordées, mais je sais que Emmanuel se pose aussi des questions de comment mettre à jour tout ça au cours du temps et en fonction de l'évolution des technologies. Voilà, je voulais juste insister sur ce point. On a une dernière question peut-être ou intervention en ligne de PHLV, l'acronyme qui est utilisé. On ne vous entend pas. On va vous laisser vous bouger, mais on ne vous entend pas, monsieur. M'entendez-vous? Oui, c'est vrai, ça vous entend. Donc, j'ai 2 questions. Déjà, je vais commencer peut-être par la fin. Donc, merci pour la présentation, merci pour l'AG. Très beau partenariat avec Mistral, c'est un vrai choix de souveraineté. Et donc, ma question, elle est sur la souveraineté. Je réponds à 2 obligations. La première, c'est de dire quand même que l'IA Act nous impose de former tous les personnels dès qu'on met une IA dans une entreprise, qu'il serait bon de le rappeler. Ça pourrait être utile. Et donc, comment on va former tous ces gens? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que le dispositif CARE, c'est parfait, c'est génial.
mais comment on va dupliquer ça pour 1,7 million de petites entreprises qui peuvent adopter l'IA? Et la deuxième question, c'est on a un programme qui s'appelle Oser l'IA. Très bien, parfait. C'est le Conseil national du numérique, mais là où j'ai une petite interrogation, c'est qu'on a 12 millions de personnes à former. Avec quoi et comment? Donc merci de poser quelques réponses par rapport à ces questionnements qui vont être, à mon avis, non seulement souverains, mais aussi, je dirais, structurants. Peut-être un élément de réponse. Alors, on n'atteindra peut-être pas les 12 millions en quelques mois. Donc, CARE, en fait, met en place un système d'organismes de certification sur lesquels vont pouvoir venir s'adosser des organismes de formation pour pouvoir délivrer la certification sur beaucoup plus d'établissements. Donc, la cartographie que vous avez pu voir au démarrage, c'était les implantations des établissements qui feront la formation, mais qui seront également organismes de certification. Donc après, n'importe quel établissement souhaitant être organisme de formation dans le réseau peut l'être et se rapprocher d'un des établissements ici présents pour s'adosser, bénéficier des contenus, pour pouvoir ensuite les enseigner avec la double approche, donc formation de formateurs, avec une certification des formateurs et une forme de label qualité, pour pouvoir faire un effet boule de neige, en fait, que ces formateurs certifiés puissent eux-mêmes reformer dans leurs établissements pour pouvoir diffuser très rapidement la formation. On ne peut pas atteindre les 12 millions tout seul, donc effectivement, il y a d'autres programmes sur l'IA, et notamment la formation à l'IA qui existe déjà, il y a déjà de l'offre. Mais nous, c'est ce qu'on peut apporter, justement, c'est cet effet réseau et c'est le fait qu'on ait de la formation de formateurs. Ok, merci. Oui, juste pour vous donner raison, une petite information, l'Europe vient de décider de mettre en place un chatbot et ils se sont associés à une belle société française puisqu'ils ont choisi Mistral. Oui, juste un point, on a en France un maillage territorial associatif très important. Il y a des associations de formation et d'acculturation au numérique qui est déjà en place pour former différents profils. C'est des petites sociétés au fin fond de Lyon ou de la Bourgogne. Et ça touche un certain nombre d'industriels aussi. Et ceux-là, on ne peut pas aller les toucher. Mais il y a ce maillage associatif qui est très intéressant, qui a l'habitude d'aller sur le territoire, d'aller visiter les petites entreprises et d'autres associations. Et c'est un réseau sur lequel on peut s'appuyer pour aller chercher des territoires que l'on ne va pas chercher, puisque principalement c'est les étudiants et puis l'enseignement supérieur et les industriels de manière générale. Mais ce maillage-là est vraiment intéressant. Donc, ils sont très intéressés. Maintenant, c'est la mise en application, le mode de fonctionnement qui demande encore à être travaillé. Il y a aussi des CCI. La CCI qui a lancé son programme IA. On a fait des webinaires, j'avais présenté le projet CARE, tant qu'à faire, allons-y. Et en effet, eux qui sont en contact, donc former les représentants de la CCI pour ensuite pouvoir diffuser. Il y a des relais, en effet, là aujourd'hui on n'y est peut-être pas. Et alors juste sur l'IA Act, l'article 4 qui dit qu'il faut former tout le monde, quand on va lire quand même l'article, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a écrit, il faut acculturer, et derrière, c'est vrai que... Il va y avoir la note d'application. Ouais, bon, il y a quand même pas... Oui, on a essayé de croiser avec des compétences CARE pour dire on ne répond pas, oui et non, en fait. Enfin, on peut rentrer comme peu qu'on dit. Il n'y a pas... Merci Lionel. Je vous propose... Ah. Non. Pendant le repas, allez-y, oui. Une dernière chose qui nous intéressait, on a évalué un peu la question de la plasticité cérébrale. Je pense que vous avez parlé d'un sujet qui est essentiel. Oui, on a parlé de montée en compétences, de comment on fait que tout le monde acquiert des compétences autour de l'IA. C'est un projet de société, peut-être de citoyenneté. On a parlé d'éthique, on a parlé de numérique responsable, on a parlé de tas de choses effectivement qui sont questionnent en tout cas. Et moi j'ai juste une question, c'est que je me dis finalement, parce qu'à un moment il y a eu aussi cette mention de Caroline qui est intervenue, et finalement moi je me dis mais quel modèle de société on peut et bien arriver, on est sur la probabilité, l'IA prédictive, on arrive sur des IA générales, quel modèle de société on peut?
Il y a du temps. Ça me semble être une question essentielle et qui va peut-être à partir de ça et de cette réponse pouvoir être un fil directeur de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut faire, mais Oui, alors donc la question posée que je vais résumer, je suis vraiment désolée, mais que je vais résumer sur les IA en fait vont nous faire repenser surtout notre manière de penser la société et donc quelle société on veut. Alors évidemment, je ne peux pas donner de réponse du ministère. Par contre, je crois vraiment qu'on doit la construire déjà nous-mêmes en fonction de nos convictions, de ce qu'on en attend. On a parlé aussi, et je crois qu'il y a un impact très très important autour des travailleurs du clic social, très très important. Ce qui va définir quelle société on veut, et c'est peut-être la nouveauté avec l'IA, c'est qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir. Et donc, on est obligé d'y réfléchir en allant. Contrairement à d'autres révolutions qui nous ont permis quand même de mettre en place des choses et qui se sont passées dans des temps un peu longs. Là, on pense à une société aujourd'hui, et puis peut-être que dans un an, on va avoir des IA générales qui seront des IA fortes qui sont au jeu. On nage en tout cas là aujourd'hui, en 2025, on nage dans le délire, mais peut-être que l'année prochaine, on aura d'autres outils d'IA qui vont arriver et qui vont nous obliger à repenser cette société. Et ça, c'est très... désolée de casser un peu l'ambiance, mais c'est très compliqué parce qu'on est en train de repenser notre enseignement avec des IA qui sont déjà presque obsolètes, avec des IA très généralistes dont on se rend compte sur ChatGPT, Mistral, etc., qu'elles répondent à la fois à tout et à la fois à pas grand-chose. Et plus on les utilise et plus on se dit « j'aimerais bien avoir une IA qui fasse ça, exactement. J'aimerais bien avoir une IA qui fasse ça. » Et on peut les développer, et c'est très bien. Sauf que cet usage des IA sur des problématiques beaucoup plus spécifiques, pour moi, doit être déployé parce que ce sont elles qui vont répondre à des questions et laisser l'humain au centre du débat. Si on commence à essayer d'imaginer des IA complètement générales, là, je crois vraiment c'est ça qui, alors pas qui risque de nous remplacer, de nous tuer, mais qui serait néfaste en tout cas pour la société telle qu'elle est. Mais ce sont des réponses de toute façon teintées d'opinion personnelle. Une question peut-être moi je vais demander bien Lucie. Il y a Tim Berners-Lee qui a récemment dit, un des inventeurs du web, qui disait que dans l'histoire de l'humanité, la société avait beaucoup évolué, la révolution industrielle au 19e, etc. Et que les choses allaient tellement vite aujourd'hui que même le chercheur le plus érudit avait du mal à prendre du recul sur ce qui était en train de se passer dans notre société. Ce que je voulais juste te dire avant que Lucie intervienne, c'était que je pense qu'il serait bien de faire un niveau 4 pour Care, parce qu'en fait, on parle d'usage de l'IA peut-être au niveau des individus aujourd'hui, et je pense que l'accompagnement des organisations et l'impact RH et organisationnel que peut avoir l'usage de l'IA dans une organisation, c'est quelque chose qui est interdisciplinaire et qu'il faudrait réfléchir. Et les entreprises en ont besoin, parce que c'est vrai que l'information devenue numérique, en fait, on avait des organisations très verticales, l'information est devenue très transversale très vite. On accède à la hiérarchie, les choses ont beaucoup changé. Et c'est vrai que l'IA est une deuxième révolution qui invite sans doute à regarder l'impact organisationnel que peut avoir l'IA dans les entreprises, dans la société, etc. Et à mon avis, j'ai vu qu'il y avait Rodolphe Sedal tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, c'est un appel du pied à Rodolphe pour qu'il puisse réfléchir au niveau de l'ANR à lancer des appels à projets sur ce genre de questions parce que c'est hyper intéressant. On l'a déjà, en fait, il y a un niveau 2,5 et le niveau 3, effectivement, c'est prévu, c'est RH, éthique, innovation et j'ai plus le dernier. Juridique. Organisation. Oui, c'est la partie organisationnelle qui est prévue.